bon réveil, merci d'avoir choisi le Morning pour vous informer. Voici les titres à la une de l'actualité ce matin. L'affaire a été baptisée espionnage Élysée. Le site Wikileaks révèle que 3 présidents français, Chirac, Sarkozy, Hollande, ont été écoutés par le renseignement américain. Le président français tiendra en urgence dans la journée un conseil de défense pour évoquer les suites à donner à ces révélations. En Israël, les habitants du sud du pays à nouveau dans les abris hier soir après une roquette tirée depuis Gaza. Il n'y a pas de blessés. Le tir a été revendiqué par un groupe proche de Daesh. Et puis l'armée israélienne se prépare à l'arrivée d'une nouvelle flottille pro-palestinienne en route vers Gaza. Les bateaux sont pour l'instant entre l'Italie et la Grèce. JO 2024, Paris se lance dans le grand bain et sera bien candidate. Alors pourquoi la capitale française a toutes les chances de l'emporter cette fois? On voit ça dans un instant. Enfin, le Mud Day de Nice vire à l'épidémie généralisée. Ce parcours du combattant, comprenant une immersion dans la boue, a été le point de départ d'une mystérieuse et violente intoxication. Bienvenue à tous. Les relations entre la France et les États-Unis vont-elles connaître un coup de froid? Les réactions politiques sont sèches, en tout cas après les révélations du site Wikileaks. 3 présidents français, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ainsi que leurs collaborateurs, ont été espionnés par les renseignements américains, et ce, de 2006 à 2012. Le président français tiendra en urgence dans la journée un conseil de défense pour évoquer les suites à donner à ces révélations. Myriam Aman. Wikileaks frappe à nouveau Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Les 3 derniers présidents français ont tous été écoutés par le renseignement américain. C'est ce que révèlent les documents du lanceur d'alerte, des documents publiés mardi par Libération et Mediapart. Les écoutes menées par la NSA se seraient déroulées au moins entre 2006 et 2012. Et les 3 présidents n'étaient pas les seuls sur écoute. Leurs conseillers, leurs collaborateurs et parfois leurs secrétaires ont aussi été espionnés. Les documents ainsi récoltés par la NSA ne seraient pas des secrets d'État, mais ils témoignent, selon les 2 médias, de l'intérêt obsessionnel porté par Washington à la France. Ces documents montrent par exemple comment Nicolas Sarkozy se percevait en 2008 comme le seul homme capable de résoudre la crise financière. L'ancien ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, Philippe Douste-Blazy, est lui perçu comme ayant une propension à faire des déclarations inexactes et inopportunes. Le document le plus récent date du 22 mai 2012. Quelques jours seulement après l'entrée en fonction de François Hollande, il fait état de réunions secrètes destinées à discuter d'une éventuelle sortie de la Grèce de la zone euro. Cette affaire met à nouveau Washington dans l'embarras. En 2013, l'Allemagne avait été choquée par la mise sur écoute par les services de renseignement américains de la chancelière allemande Angela Merkel. Le président français François Hollande réunit mercredi matin en urgence un conseil de défense. Du côté américain, c'est silence radio pour l'instant. Myriam, bonjour. La Maison-Blanche vient de réagir. Effectivement, première réaction de la Maison-Blanche et puis en son nom également de la NSA, ce service de renseignement américain. La Maison-Blanche qui affirme: nous ne ciblons pas et nous ne ciblerons pas des discussions qui concernent précisément le président de la République française, François Hollande. Alors une déclaration combien ambiguë, parce qu'il faut le souligner, aucune référence au passé, ni confirmation, ni infirmation, ni bien sûr aucun mea culpa. Et puis également, cette formulation est également très curieuse, pas d'écoute précise de François Hollande. Est-ce que cela signifie que des écoutes globales, elles, sont toujours envisagées? Tout de même, l'espionnage entre amis, ce n'est pas vraiment une surprise. On l'a dit, tout le monde a encore en tête cette affaire Merkel. Effectivement, été 2013, affaire Merkel, nouvelle révélation de l'affaire Snowden. Ces mêmes documents sur lesquels se basent aujourd'hui Mediapart et Libération qui proviennent de cette affaire Snowden, où on apprend que les États-Unis ont également exécuté des écoutes téléphoniques sur le téléphone portable d'Angela Merkel. Et puis scandale, choc du côté de l'Outre-Rhin, l'Allemagne également est sous le choc. Angela Merkel estime que c'est absolument inacceptable, qu'il ne peut pas y avoir d'espionnage entre amis. Or, on apprend juste quelques mois plus tard que les services de renseignement allemands, en coopération avec les Américains, avaient de leur côté également espionné des hauts fonctionnaires français. La France, là, aura l'élégance de ne pas souligner les faits publiquement devant Angela Merkel. Alors, on l'a dit, François Hollande tient une réunion d'urgence aujourd'hui. À quelle réaction de la part de la France faut-il s'attendre? Alors, on a parlé de la réaction du côté américain, une réaction extrêmement mesurée également du côté de François Hollande, qui a tiré les leçons de cet éclat de Angela Merkel, qui ne lui a pas spécialement profité et qui
aussi friser l'hypocrisie quand on sait que cet espionnage finalement il est extrêmement commun et que c'est cette affaire Snowden qui a plutôt jeté un blâme sur les services de renseignement du monde entier. François Hollande, réaction extrêmement mesurée avec cette annonce d'un conseil de guerre de ces services de renseignement. Du côté de Nicolas Sarkozy, on est beaucoup plus agressif. Du côté de l'ancien président et actuel chef de parti des Républicains, il affirme que ce sont des méthodes inacceptables, même si, précisons-le également, les écoutes, ça le connaît Nicolas Sarkozy. Alors, ce conseil de sécurité de François Hollande, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir décider peut-être de mesures de sécurité supplémentaires, parce que c'est un fait, ces écoutes, eh bien, c'est une souveraineté de la France aujourd'hui qui est clairement écornée. La NSA écoute et du coup on se demande s'il y a peut-être d'autres renseignements plus ou moins amis et plutôt certainement ennemis qui écoutent également la France. Donc c'est l'honneur des services de renseignement français et la souveraineté française dans son ensemble que François Hollande va devoir s'appliquer à sauver. Et puis autre détail également, François Hollande s'intéressera sûrement à des mesures de prévention pour éviter qu'une affaire Snowden similaire à celle qui s'est passée aux États-Unis n'éclabousse un jour peut-être la France également. Merci à Myriam. Autre titre, c'est hier soir vers 22 h que les habitants du sud d'Israël ont dû à nouveau rejoindre leurs abris au son des sirènes. Une roquette a été tirée depuis la bande de Gaza dans la banlieue d'Ashkelon. Le missile a atterri en terrain vague sans faire ni blessés ni dégâts. L'aviation israélienne a riposté en frappant la rampe de lancement. Le tir a été revendiqué par un groupe proche de l'État islamique. Maurice, peut-on parler désormais de tirs sporadiques mais continue sur le sud d'Israël? C'est une formule adéquate. Disons, ça fait le 6e tir en un mois. Ces 2 dernières semaines avaient été calmes, mais au début du mois, 4 tirs avaient été enregistrés. On peut donc effectivement parler de goutte à goutte. Alors, le tir a été revendiqué par un groupe proche de Daesh, de l'État islamique. Est-ce qu'il est en train de s'implanter à Gaza? Le groupe est déjà implanté. Il y a eu déjà des conflits armés entre les deux factions, entre le Hamas et les salafistes. Mais le dernier tir n'a pas été officiellement ni directement revendiqué par ces salafistes. Ce sont les médias arabes qui affirment que le tir aurait été revendiqué. Mais il faut dire que ça rentre dans un contexte plus large. Les salafistes ne voient pas du tout d'un bon œil les rumeurs persistantes sur des négociations entre Israël et le Hamas. Et cette organisation souhaite donc entraîner le Hamas dans un nouveau conflit avec Israël. Alors après les derniers tirs, il y a à peu près 2 semaines, le ministre de la Défense, Moshe Yaalon, avait alors déclaré que même si ces tirs ne sont pas le fait du Hamas, il tenait cette organisation pour directement responsable. Alors les habitants et chefs de localité du sud d'Israël ne cachent plus leur exaspération et exigent du gouvernement une réponse plus ferme à ces tirs. Exactement, le président du conseil régional d'Ashkelon demande aux autorités de réagir pour empêcher les tirs à tout prix, a-t-il dit. Il ne s'agit pas d'un fléau naturel et les conflits internes entre factions palestiniennes ne doivent pas nous concerner. L'approche des congés d'été et les enfants à la maison et dans les rues inquiètent les autorités locales et les populations encore sous le traumatisme du conflit de cet été. Et d'ailleurs, le député Avigdor Lieberman a déclaré « Ceux qui acceptent un goutte à goutte finiront par recevoir une douche de roquettes ». Merci Maurice. Et c'est dans ce contexte que la flottille de la Liberté numéro 3 se prépare à prendre le large pour rejoindre les côtes de la bande de Gaza. Cette nouvelle flottille pro-palestinienne souhaite briser le blocus maritime. L'armée israélienne l'a annoncé, elle sera dans l'obligation de les arrêter, mais fera tout pour éviter des débordements. Maël Benoliel. Le 10 mai dernier, quasiment 5 ans, jour pour jour après l'affaire du navire Mavi Marmara, le Marianne, un chalutier suédois, quitte le port de Göteborg en direction de la bande de Gaza. Le but, acheminer de l'aide humanitaire à Gaza et briser le blocus imposé depuis 2007 par Israël et l'Égypte sur l'enclave palestinienne. Un blocus de sécurité visant à empêcher le Hamas d'importer des armes. Le Marianne fait partie avec 2 autres navires de la flottille de la Liberté 3. À leur bord, près de 70 activistes pro-palestiniens issus de la société civile du monde entier. Parmi eux, l'ancien président tunisien Monsef Marzouki, mais aussi 2 députés arabes israéliens, Hanin Zohabi, déjà présente à bord du Mavi Marmara en 2010, et Bassel Ghattas. Ce dernier a écrit une lettre ouverte au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour le prévenir de sa participation.
Pour le député israélien, il s'agit d'une flottille civile pacifique qui a pour but de mettre fin au siège en attirant l'attention de la communauté internationale sur le sort de 1,8 million de Palestiniens vivant dans des conditions honteuses et dignes d'une prison à cause du siège militaire imposé par Israël. Mais cette flottille est vécue comme une nouvelle provocation par Israël qui s'est toujours opposé à toute tentative de forcer le blocus. De son côté, le djihad islamique très influent dans la bande de Gaza a prévenu qu'il mettra fin au cessez-le-feu avec Israël dans le cas où les autorités empêcheraient la flottille de rejoindre les côtes gazaouis. La flottille de la Liberté 3, après 1 mois et demi en mer, a atteint la dernière étape de son périple, se trouve actuellement en Crète. D'ici quelques jours, elle devrait partir de Grèce vers la bande de Gaza, arrivée prévue selon les organisateurs le 29 juin prochain. Bonjour Avi Pazner, merci d'être avec nous, ancien diplomate israélien. Quelles sont les consignes de l'armée israélienne si cette flottille s'approche des côtes de Gaza? Très simple, il faut empêcher cette flottille d'arriver à Gaza pour toutes les raisons du monde. Premièrement, pour des raisons pratiques, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils apportent avec eux. Et puis pour des raisons politiques, pour bien démontrer que c'est Israël qui fait les règles du jeu. Et cette flottille ne passera pas. Peut-être que même elle ne commencera pas. Il y a eu beaucoup de flottilles qui ont eu des accidents malheureux en route et qui ne sont même pas arrivés près de Gaza. Peut-être que ça sera le cas. Vous sous-entendez quoi quand vous dites accident malheureux? Il y en a qui perdent des hélices, et il y en a qui tout à coup découvrent des trous dans leur... Enfin, des choses étonnantes qui se passent. Et peut-être qu'il va se passer la même chose. C'est avec un sourire. En tout cas, même, mettons qu'ils se mettent en route, ils seront arrêtés. Nous avons beaucoup appris depuis le Marmara. Nous avons fait des erreurs au temps du Marmara. Nous avons arrêté le Marmara, mais à un prix très lourd. Et puis nous avons arrêté d'autres flottilles après, d'une façon civile, sans grandes conséquences. Et je crois qu'il en sera de même avec cette flottille-là. D'un point de vue diplomatique, Avi Pazner, est-ce qu'Israël préférait éviter ce genre d'initiative? Et si oui, agit-il en ce sens? Bien sûr qu'on préférait éviter ces initiatives, mais on préférait aussi éviter le BDS. On préférait aussi éviter le boycott d'Israël. Est-ce qu'il y a des initiatives en amont, dans les coulisses diplomatiques, qui sont entreprises pour éviter ce genre d'initiative? Nous avons des bonnes conversations avec beaucoup de facteurs. Mais ces gens-là, qui préparent leur flottille, ils ne veulent rien entendre. Okay? C'est une démonstration. C'est comme, par exemple, à Londres, à Trafalgar Square, on démontre contre Israël. Maintenant, là, ils viennent faire des démonstrations sur la Méditerranée. Attirer l'attention des médias. C'est d'ailleurs ridicule, parce que s'il n'y a pas de blocus de Gaza, au contraire, aujourd'hui, la seule ligne d'oxygène de Gaza, c'est Israël. Il y a des centaines et des... Est-ce qu'Israël ne devrait pas en faire plus pour alléger au moins les conditions de vie des Palestiniens de la bande de Gaza, pour éviter également, notamment, ce genre d'initiative? Premièrement, Israël fait beaucoup, vous savez, et nous sommes les seuls. L'Égypte a fait un blocus complet de Gaza. La seule manière pour les Gazaouites de vivre, c'est par Israël. Israël fait beaucoup. Mais tout ce qu'on fait ne sera jamais reconnu par ces groupes. Ce sont des groupes militants qui œuvrent depuis des années et des années. Et même si on ouvrait complètement la bande de Gaza, ils continueraient leurs démonstrations. Ça n'a rien à voir avec les réalités. Mais vous avez raison, Barbara. Pour nous, pour Israël, il faut alléger le plus possible les conditions de vie à Gaza, évidemment. C'est bon pour nous, il faut aider à la reconstruction de Gaza. Si les conditions de vie à Gaza sont meilleures, c'est mieux pour nous, ok? Mais ça n'a rien à voir avec ces gens qui vont venir, qui vont démontrer. Ça va toujours y avoir. Regardez ce qui se passe en Europe avec le BDS. C'est la même manifestation d'une autre manière.
Voilà, on suivra évidemment cette flottille. Merci Avi Pazner. Allez, en Europe, justement, la Grèce et ses créanciers ne sont toujours pas parvenus à un accord, mais les tractations se poursuivent et devraient aboutir après plusieurs concessions grecques. La fin des négociations est prévue ce soir à l'occasion d'une nouvelle réunion des ministres des Finances de la zone euro. Demain, un sommet européen devrait officialiser l'accord. Et alors qu'on s'approche donc d'une sortie de crise, eh bien cette question, que pensent les Grecs eux-mêmes du bras de fer qu'est en train de mener leur Premier ministre? Que pensent les Grecs de ce dilemme, sortir de la zone euro ou accepter une nouvelle cure d'austérité? Julia Ganancia. Rester confiant ou céder à la panique, se demander chaque jour si l'on sous-estime le danger ou si on le surestime, tel est le grand dilemme pour de nombreux Grecs. Pendant que le Premier ministre propose de faire des concessions face à ses créanciers internationaux, les Grecs veulent qu'ils tiennent bon sur les retraites et les hausses fiscales. Comme beaucoup d'Européens, les habitants d'Athènes ont fait ce week-end quelques courses au marché. Si la vie ne s'est pas arrêtée, la lassitude se fait sentir. On n'a aucun souci à se faire, ils nous ont déjà tout pris. On peut simplement glisser encore un tout petit peu, donc que voulez-vous? Il n'y a rien de plus qui va nous arriver, c'est juste un jeu, je ne vois rien d'autre, nous sommes déjà finis. Inquiet oui, paniqué non. Jusqu'ici, les Athéniens ne se ruent pas vers les distributeurs pour sauver leur épargne. Ils ne stockent pas des denrées pour tenir un siège. Ils ne restent pas non plus prostrés chez eux en espérant échapper à la foudre. Mais le doute est quand même bien là. Chacun d'entre nous a retiré de l'argent pour en avoir en cas d'urgence. C'est la chose à faire. Bien entendu, on ne peut pas retirer tout notre argent. Ça ne serait pas le bon choix d'ailleurs, mais on en a tous retiré un peu. Après 6 ans d'une crise sans précédent, le calme dont fait preuve les Grecs est à la hauteur du fatalisme qui règne dans le pays. Le taux de chômage le plus élevé d'Europe s'est établi à 25% en mars. Sur une population active de près de 5 millions de personnes, le nombre de chômeurs s'élève à plus d'1 million et presque un jeune de moins de 25 ans sur 2 est sans emploi. Usés eux aussi, les spécialistes attendent l'issue de cette semaine. Oui, il y a un accord, mais pas avec de telles mesures. Pas de mesures supplémentaires, les gens sont épuisés. C'est la 6e année de crise et dire qu'il n'y a pas eu de réforme appliquée, c'est un mensonge. Chacun redoute que le gouvernement et ses créanciers ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les réformes à accomplir. Athènes espère recevoir plus de 7 milliards d'euros qui lui permettront de rembourser le FMI le 30 juin, faute de quoi la Grèce sera en défaut de paiement avec les conséquences ingérables d'une possible panique bancaire. Économie toujours, cette fois en France. Bouygues a dit non à SFR. Le groupe Altice, propriétaire de Numéricable SFR et dirigé par Patrick Drahi, avait offert 10 milliards d'euros pour l'acquisition de Bouygues Télécom. Réuni en urgence, le conseil d'administration du groupe Bouygues s'est prononcé unanimement contre l'opération, les risques d'exécution étant jugés trop importants. Après avoir beaucoup réfléchi et travaillé en amont, Paris se lance dans le grand bain. La capitale française a annoncé officiellement sa candidature au JO 2024. Une annonce qui lance également le coup d'envoi de 2 ans de campagne qui s'achèveront à l'été 2017. Léa Berdugo. C'est parti pour 2 ans de campagne. Paris vient d'officialiser sa candidature aux Jeux Olympiques. Laura Flessel, Laure Manodou, Renaud Lavillenie ou encore Marie-Josée Pérec, les grands champions français se sont bousculés à la cérémonie et l'enthousiasme est à son comble. De jouer des Jeux Olympiques à domicile, il n'y a rien de plus beau, je pense. C'est de faire un tour de stade, c'est mon ouverture à domicile, jouer dans toute sa famille, de faire, voilà, de pourquoi pas gagner une médaille olympique à domicile. Il n'y a rien de plus beau pour un athlète, je pense. Pour tout athlète ici, ça c'est l'objectif de tout le monde. On dirait que le 23 juin, c'est le début de cette belle aventure qui démarre pour notre pays. Des soutiens sportifs donc, mais également politiques. La réaction de François Hollande est parvenue rapidement dans un communiqué. Le président de la République a salué un grand projet porté par une noble cause. Il a promis toute l'implication de l'État. Cette candidature sera celle de la mobilisation de notre pays. L'État mettra tout en œuvre pour accompagner le mouvement sportif. Longtemps réticente à porter la candidature de Paris, Anne Hidalgo est désormais dans la course. Elle souhaite que cette campagne soit bénéfique pour la capitale. Moi, je veux vraiment que ces Jeux servent aussi, bien sûr, Paris, la jeunesse parisienne, permettent à Paris de révéler encore des choses qu'elle n'a pas révélées au monde, que nous donnions le meilleur de nous-mêmes
aux valeurs de l'olympisme. Après avoir essuyé plusieurs refus, Paris entend bien tirer les leçons du passé. Le projet est plus modeste que les précédents. Avec moins de 6 milliards d'euros, il s'appuie sur de nombreuses infrastructures existantes comme le Stade de France. Autre atout, le réseau de transport du Grand Paris sera utilisable à cette date selon les autorités. Toutefois, les concurrents sont nombreux. Paris est déjà en compétition avec Rome, Boston ou encore Hambourg. Voilà, les concurrents sont nombreux, mais Rudy, cette fois, Paris a de sérieuses chances de l'emporter. Oui, si vous avez participé à la campagne pour Paris 2012 ou si vous vous appelez Bertrand Delanoë, sortez, ne regardez pas la télé. C'était à Singapour en 2005, il fallait choisir entre Londres et Paris. Et voilà ce qui s'est passé. The International Olympic Committee has the honor of announcing that the Games of the 30th Olympiad in 2012 are awarded to the city of London. Ah, la déception. Ah, la déception. C'est ce que l'on craignait. Et c'est Londres. C'est ce que l'on craignait. Voilà. Aïe, 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 ça fait mal. Traumatisant. Alors pourtant, 10 ans après ce traumatisme terrible, Paris se relance avec de la confiance et même avec un statut de favori pour les JO 2024. Alors je vais vous donner 3 bonnes raisons d'être optimiste. Alors premièrement, le budget. On parle d'un budget de 6,2 milliards d'euros, ce qui est peu si on le compare au budget de 11 milliards d'euros par exemple de Londres. Donc c'est un budget de crise. Et bien tout simplement parce que un budget raisonnable, parce que les infrastructures sportives qui pourraient accueillir ces JO existent déjà. Par exemple, le stade olympique pourrait être le Stade de France, le football pourrait se passer au Parc des Princes, le tennis à Roland-Garros, et toutes ces épreuves, tous ces endroits sont déjà soit créés, soit ils sont en cours de rénovation pour l'Euro 2016, donc ils seront quasiment tous prêts. Et on sait que présenter un budget raisonnable désormais en temps de crise est quelque chose de primordial pour une candidature. On pense que voilà, trop dépenser pour des Jeux ou pour une Coupe du Monde, c'est devenu quelque chose de tabou. Alors deuxième point, le contexte. Alors on sait que les JO vont traditionnellement une fois sur deux en Europe et dans le monde pour l'autre. Or, après une Olympiade à Rio en 2016 et une autre à Tokyo en 2020, les JO reviendront quasiment automatiquement sur le vieux continent. Et c'est là que vient le troisième argument, la faiblesse de la concurrence. Pour l'instant, il faut évidemment être prudent, mais regardez... aussi est européenne. Alors voilà, oui, alors regardez justement les villes qui sont pour l'instant officiellement déclarées. En Europe, on trouve Hambourg et Rome, alors à côté de Boston aux États-Unis, et Budapest qui a aussi déclaré sa candidature. Alors les habitants de Boston sont plutôt contre ce JO à cause du coût. Du côté de Rome, le projet est compliqué parce qu'il est sur plusieurs villes et surtout qu'il est miné par des affaires de corruption. Quant à Hambourg, non. Corruption d'Italie ? Non, mais vraiment, non. Peut-être, on ne sait pas. Voilà. Ce sont des allégations. Et quant à Hambourg, eh bien, la ville manque de rayonnement international et donc d'autres villes vont bientôt se lancer. On l'a dit, Budapest hier, Bakou et Doha, mais pour l'instant, Paris tient la corde. Alors, vous parlez de la non-adhésion de la population pour Boston. Qu'en est-il des Parisiens ? Alors justement, c'est là où on voit l'expérience de cette candidature parisienne. Anne Hidalgo souhaite faire de ces Jeux des Jeux souhaités, portés par le peuple, portés par les sportifs. Pour le projet de 2012, on avait trop reproché à cette candidature parisienne d'être une candidature politique. Et alors là, en réunissant les sportifs hier, ils en ont fait une candidature des sportifs et donc du peuple. Alors on sait pour l'instant que les Parisiens sont quand même plutôt réticents à avoir des travaux pendant des années et à accueillir ces Jeux et ne veulent pas faire de dépenses. Mais pour mettre en scène un soutien populaire, Anne Hidalgo a prévu d'attendre de bien lancer sa candidature et d'attendre 2016 pour là lancer une consultation des Français, une consultation que seuls les Franciliens qui voudront répondre pourront y participer. Ceux qui sont attachés au projet finalement qui se mettent à voter. Voilà, une sorte de référendum, mais pas avec toutes les règles du référendum, histoire de montrer et de mettre dans ce dossier ce soutien populaire et puis surtout d'avoir le temps de faire campagne et de faire monter cette idée des Jeux chez les Français. Donc voilà, et surtout, dernier point, au-delà de l'amour des Jeux, il faudra savoir manier le lobbying, l'art du lobbying. Ce n'est pas du tout une tradition française, mais là, les Français ont aussi appris de leurs 3 échecs. Merci Rudy. Du lundi au vendredi pour les hommes, le samedi et le dimanche pour les femmes. Il s'agit d'une consigne pour faire ses courses dans une épicerie de Bordeaux. Les gérants, un jeune couple récemment converti à l'islam, ont décidé d'afficher cette petite pancarte sur la porte d'entrée de leur commerce. Betsabé, c'est une initiative qui inquiète, qui a créé la polémique. Et d'ailleurs, les gérants de l'épicerie ont dû faire machine arrière. Et oui, pour cause, ça a fait parler, comme l'a souligné l'imam de Bordeaux, Tarek Oubou. On n'a pas vu ça même à l'époque
du prophète. Imam qui cette pratique semble un peu bizarre quand même dans un monde où la mixité est une culture établie. Donc ça se passe à Bordeaux, comme vous voyez sur la carte, et ce sont ces propos rapportés par le journal local, justement, Sud-Ouest, qui a repéré cette épicerie du quartier Saint-Michel à Bordeaux, donc épicerie. Qui a donc affiché ça? Regardez la feuille de papier qui a été filmée par BFM TV. Pour les frères, c'est la semaine. Les sœurs n'ont qu'à bien se tenir et revenir le week-end, exception le mardi. Il y en a quand même qui aimeraient bien ça, le chômage technique pendant la semaine. Voilà, le mardi après-midi. Comment les gens du quartier ont réagi? Alors tout le monde a été quand même plus ou moins choqué, et on souligne d'ailleurs dans l'article de Sud-Ouest que pas seulement les non-musulmans, mais les musulmans aussi ont été choqués, et ça n'a pas fait réagir que le quartier. Le maire de Bordeaux lui-même, Alain Juppé, qui est accessoirement candidat à la primaire des Républicains en 2016, a condamné ces pratiques discriminatoires, rappelant au passage que ce couple enfreignait la loi et qu'elles étaient passibles de sanctions pénales. Ça a valu 3 tweets de Alain Juppé. Alors, avis aux intéressés, le jeune couple risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Tout ça pour cette petite affichette. Et oui, un règlement de ce genre est en effet en totale contradiction avec les principes de la République, en l'occurrence la mixité et l'égalité. Les épiciers ont réagi? Alors Jean-Baptiste Michalon, c'est l'épicier, alors de son nouveau nom Yahya, puisqu'il s'est converti à l'islam. Il a fait marche arrière, il a décidé de retirer sa pancarte, et ce gérant de l'épicerie de l'Orient et de l'Occident, ça s'appelle comme ça, a bien déclaré à la radio France Bleu qu'il pensait que c'était plus pratique en fait. Et oui, il explique: une femme mal à l'aise avec les hommes, c'est ma femme qui vient la servir. Avec un homme, ils peuvent faire connaissance, et puis alors ça peut partir sur des histoires d'adultère. Voilà, ce sont ses explications. Et il n'aurait pas complètement tort. Depuis la polémique, les gérants auraient reçu en fait des messages de soutien des clientes qui auraient fait part au couple qu'en fait elles étaient embarrassées quand elles étaient servies par un homme. Elles auraient même demandé des moments de vente dédiés aux femmes. Voilà, ça donne des idées à certaines. On remarquera que les hommes, eux, ne se sont pas plaints d'être servis par une femme. Voilà pour cette affaire bordelaise. Merci Betsalé. Allez, on va se quitter pour un nouveau point complet sur l'actu. Juste après, on parlera de ce Mud Day. Ça s'est joué ce week-end à Nice et il a viré à l'épidémie généralisée, une épidémie de gastro-entérite. Le Mud Day, c'est un parcours du combattant comprenant une immersion dans la boue, et ça a donc été le point de départ d'une mystérieuse et violente intoxication. De quoi donner un sacré coup à une tendance mondiale. Décryptage après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Daniel Atlan. Restez avec nous. Sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous au lendemain de l'incident dans le Golan où des Druzes sont attaqués à un blessé évacué de Syrie. Cette question, Israël peut-il rester sourd à l'appel de cette minorité qui jouit d'un statut privilégié dans le pays? Maxime Pérez s'est rendu sur place pour écouter les réactions. Il est un peu plus de 22 heures. Cette ambulance immatriculée de Tsahal vient de tomber dans un guet-apens au nord du plateau du Golan. Après avoir bloqué sa route, une centaine de Druzes en colère s'en prend au véhicule. Leur cible, des blessés syriens de la guerre civile, à l'arrière de l'ambulance. Les 2 hommes sont traînés au sol, puis caillassés. Un véritable lynchage en règle. L'un d'entre eux ne résiste pas aux coups qui lui sont infligés. Le second est évacué par les secours, dans un état critique. Le lendemain matin, la petite localité de Neveativ porte encore les traces du drame. Le sol est jonché de débris de verre, et ces taches de sang illustrent la violence de l'attaque. Ces auteurs seraient de jeunes habitants de la localité voisine de Majdel-Shams. Si les responsables de la communauté druze se disent horrifiés par ce lynchage, certains lui trouvent une justification. Ce sont tous des combattants d'Al-Nosra. Il ne s'agit pas de civils syriens. N'importe qui peut se faire passer pour un civil alors qu'il est un djihadiste du front Al-Nosra, vous comprenez ? Si l'armée israélienne reconnaît offrir une assistance humanitaire aux Syriens situés dans les zones rebelles de la frontière, elle se défend de tout lien avec une quelconque organisation djihadiste.
Certains Druzes comprennent même le positionnement d'Israël. L'État d'Israël a fourni des soins à des terroristes qui nous ont attaqués et qui ont survécu. Israël a aidé ces gens. C'est un principe moral suprême en Israël que d'aider tous ceux qui en ont besoin. Cette attaque contre une ambulance militaire marque un nouveau type de débordement du conflit en Syrie. En Israël, certains responsables évoquent le franchissement d'une ligne rouge qui ne restera pas impuni. Il est inadmissible que des villageois qui vivent avec nous viennent jusqu'ici pour assassiner un blessé que transportent des soldats israéliens. C'est inacceptable. Et je crois même que cela porte atteinte aux Druzes qui vivent du côté syrien de la frontière. Pour éviter que ce genre d'incident ne se répète, l'armée israélienne a renforcé sa présence, comme ici, à l'entrée de Neve Ativ. Plus loin, cette petite route a été décrétée zone militaire fermée par l'armée israélienne. Elle mène à l'hôpital de campagne qui sert de point de chute aux blessés syriens, avant qu'ils ne soient acheminés vers d'autres hôpitaux israéliens. Si un calme relatif règne à sa frontière, les combats en Syrie obligent Israël à rester en état d'alerte permanent et à maintenir une politique de neutralité extrêmement fragile. Ici, à l'extrême nord du plateau du Golan, les villages syriens qui se trouvent de l'autre côté de la frontière sont sous le contrôle de rebelles islamistes. La communauté druze affirme que c'est de ce secteur que partent les attaques qui visent leur village en Syrie, sous les yeux de l'armée israélienne. Bonjour Raphaël Yerushalmi, notre consultant en affaires militaires. Est-ce que ces derniers événements pourraient avoir raison des bonnes relations qu'entretiennent les Druzes et l'État d'Israël? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une minorité qui exagère chez les Druzes. C'est-à-dire, dans l'ensemble, les Druzes ont raison de demander à Israël d'aider les Druzes de Syrie, dans tous les cas sur le plan humanitaire. Ça peut être par des parachutages de ravitaillement, ça peut être aussi par amener des blessés ou des malades en Israël pour des soins. Ils ont des exigences plus qu'humanitaires, ils exigent aussi une aide militaire que l'État hébreu apporterait à leurs coreligionnaires. Alors là, c'est là le problème, parce que là, justement, c'est pour ça que j'ai dit dans l'ensemble, la communauté druze ne s'attend pas à une entrée en guerre d'Israël, mais il y a une partie qui l'exige. Et un soutien logistique. Et là, c'est mauvais. Un soutien logistique, Israël donnerait à ces Druzes de Syrie. Oui, c'est imaginable. Un soutien logistique, c'est pas vraiment important. Ça serait un soutien vraiment militaire. Et là, il y a un véritable problème. D'abord parce que les Druzes de Syrie soutiennent le gouvernement Assad. Il y en a déjà qui sont dans des milices pro-Assad, qui combattent déjà. Et secondo, sur le plan stratégique, nous avons besoin d'Al-Nusra dans le sud de la Syrie. Al-Nusra nous protège. Les Druzes d'Israël sont également des fidèles d'Assad. Ils le sont restés après la guerre de 67. Ils se sentent syriens. Toute la région Majdel-Sens, tout le Golan, sont restés non seulement fidèles à Assad. Il ne faut pas oublier qu'Israël leur a proposé de prendre la citoyenneté israélienne. Seulement 10% des Druzes du Haut-Golan, donc syriens, l'ont accepté. Ont accepté alors qu'ils ne sont même plus syriens non plus, puisqu'ils ont perdu leur passeport syrien. Alors il faut rappeler pour finir, Raphaël, que les Druzes s'enrôlent dans les rangs de l'armée israélienne, figurent également souvent parmi les hauts gradés de Tsahal, mais certains généraux druzes ont menacé hier de désobéissance civile si Israël n'intervient pas. Est-ce que c'est une menace à prendre au sérieux? J'espère que non. Je pense que s'il y a un officier, quel que soit son rang, qui menace l'armée de ne pas obéir aux ordres parce qu'il n'est pas d'accord à ce que l'armée fait, il doit tomber l'uniforme, il doit donner sa démission et partir. Merci beaucoup, Raphaël Yerushalmi. Aux États-Unis, Barack Obama a fait de la lutte contre le racisme son nouveau cheval de bataille. Une semaine après la tuerie de Charleston, où 9 Noirs américains ont été tués par un Blanc, eh bien, le président prononce le mot tabou « nigger », nègre, pour enflammer le débat. Dans le même temps, la polémique sur le drapeau confédéré, toujours d'usage dans les États du Sud, se poursuit. Léonore Jory. La fusillade de Charleston continue à faire du bruit aux États-Unis. Depuis le meurtre de 9 membres de la communauté noire de la ville mercredi dernier, le racisme est pointé du doigt et des voix s'élèvent. C'est le drapeau des Confédérés qui sème le trouble. Dans un manifeste publié sur Internet, on peut voir le tueur présumé le brandir pour justifier son crime. Considéré par la communauté noire comme un symbole d'oppression des anciens États esclavagistes, il flotte toujours devant le siège du gouvernement de Caroline du Sud. Plusieurs milliers de manifestants étaient rassemblés ce week-end pour demander le retrait du drapeau. Nous, les Afro-Américains, le voyons comme un symbole de haine, d'oppression. Un symbole qui leur permet, et je suis désolée de dire cela, de nous remettre à notre place.
Ce mardi, le groupe de supermarchés Walmart a annoncé qu'il retirait de ses rayons les produits faisant la promotion du drapeau. Et pour la gouverneure de l'État, cet événement tragique invite à regarder ce symbole différemment. Nous sommes réunis aujourd'hui, ensemble, dans notre État, sans aucune rancœur, pour dire qu'il est temps de retirer le drapeau de l'esplanade du Parlement. La guerre civile est finie depuis 150 ans. Il est temps. J'espère qu'en supprimant ce symbole qui nous divise, on va pouvoir avancer en tant qu'État, trouver une harmonie et honorer les 9 âmes bénies qui sont désormais au paradis. De son côté, Barack Obama n'a pas mâché ses mots. Employant le terme de nègre lors d'une interview radiophonique, il a dénoncé un racisme toujours présent dans la société américaine. Le problème, ce n'est pas seulement qu'il est impoli de prononcer le mot nègre en public. Ce n'est pas à cela qu'on mesure si le racisme existe toujours ou pas. Ce n'est pas seulement une question de discrimination qui se voit. Déclaration audacieuse pour les uns, indigne pour les autres, le mot tabou a fait rapidement les gros titres, invitant la Maison-Blanche à se justifier. Selon le porte-parole Josh Earnest, le président des États-Unis ne regrette pas sa déclaration et invite même les Américains au débat. Barack Obama doit se rendre ce vendredi à Charleston pour assister aux funérailles du pasteur Pinckney, abattu avec 8 paroissiens dans une église de la ville. Et bonjour à David Benaï, notre correspondant aux États-Unis. Alors depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Barack Obama a toujours fait preuve d'une grande prudence au sujet du racisme, étant lui-même noir et voulant éviter à tout prix les divisions. Qu'est-ce qui lui a pris d'utiliser ce mot nigger, nègre ? Il ne s'agit pas d'une erreur de langage et l'idée n'était pas pour Barack Obama de choquer en prononçant le mot le plus tabou de la langue anglaise aux États-Unis, tellement tabou qu'il existe une dénomination pour pouvoir parler de ce mot sans avoir à le dire, le N-word, le mot qui commence par N. Dans cette interview, Obama a décidé d'illustrer l'ancrage du racisme dans le pays en précisant justement qu'il ne s'agissait pas d'être ou de ne pas être politiquement correct en prononçant le mot. Il avait déjà écrit à ce sujet dans son autobiographie, Le rêve de mon père. Mais ces deux campagnes et ces deux termes en tant que président ont toujours été sur l'espoir et le changement d'une Amérique unie. Il s'est toujours défini comme le président de tous les Américains et pas seulement des 13,5% de Noirs que compte le pays. David, est-ce qu'on peut dire en tout cas qu'une semaine après le drame, eh bien, le sujet du racisme est redevenu central aux États-Unis? Jusqu'à la semaine dernière, la question du racisme était déjà centrale depuis l'acquittement en Floride en 2012 du tueur du jeune Trayvon Martin ou à cause des violences policières contre les Noirs à New York, Ferguson ou Baltimore. La différence donc depuis Charleston, c'est la conversation engagée autour du racisme. Les politiques ne se cachent plus derrière le fait que par exemple la police fait un travail stressant et dangereux qui implique des réactions au millième de seconde. Avec la tuerie de l'église Emmanuel, l'Amérique redécouvre ses vieux démons, celui de la ségrégation, des suprématistes blancs, d'un passé dont elle n'a jamais vraiment fait déballage, que l'on étudie peu ou pas dans de très nombreux États et dont tout le monde pensait s'être débarrassé en élisant à 2 reprises un président noir. Pour finir, David, est-ce que cette question du racisme pourrait être un enjeu central dans la campagne présidentielle qui profiterait plus à un camp qu'à un autre? Les politiques ont déjà très vite réagi après la tuerie de mercredi dernier, particulièrement dans le camp républicain, dans la Caroline du Sud est l'un des États clés pour la primaire et donc pour obtenir la nomination. Tous les candidats sont de manière surprenante prononcés pour retirer le drapeau confédéré partout où il est encore présent, mais ce ne sont que des symboles. La question du port d'armes, des discriminations et du racisme envers les minorités se sont clairement invités au cœur de cette campagne, dont aucun des 16 candidats côté républicain ne semble encore se détacher. Merci David depuis New York. Autre chose à présent, rien de tel qu'une bonne grosse épidémie pour geler une tendance en plein essor. Alors de quelle tendance parlons-nous? Des courses dans la boue. En effet, le Mud Day, ça s'appelle comme ça. Il s'est joué à Nice samedi. Il s'est terminé en une situation de crise exceptionnelle. Betsabé. Et qu'est-ce que c'est que le Mud Day déjà? Eh bien c'est un parcours plutôt sportif dont une bonne partie se fait donc dans la boue. Regardez, ça va vous faire envie. Voici un extrait du Mud Day 2015 version Bretagne.
c'est physique, hein? Voilà, alors 13 km, 22 obstacles, 9000 participants, on l'a vu, hein, tous musclés, heureux et solidaires. Autant vous dire qu'avec autant de monde, eh bien, on aimerait bien éviter les épidémies. Pas de bol, ce week-end, le Mud Day Métropole Nice-Côte d'Azur aurait été le point de départ de mystérieuses douleurs abdominales. Et quand je dis douleurs abdominales, pas seulement frissons, vomissements, diarrhée, au point que la clinique du coin a déclenché le plan blanc, entendez situation de crise exceptionnelle devant l'afflux des malades. Alors, gastro, une des participantes sur la page Facebook de l'organisation a expliqué qu'elle était sous antibiotiques. Apparemment, il s'agirait de salmonellose selon les docteurs de l'hôpital. Inutile de vous dire que les participants l'ont quand même mauvaise et ne se sont pas privés justement d'en faire partager les réseaux sociaux, même si souvent de façon légère. Regardez, celui-ci demande par exemple si c'est vraiment le moment de envoyer une enquête de satisfaction. Voilà l'organisation qui demande si on était content. Ou encore ce dessin, pas mal non plus, avec le Simple Guy, regardez, qui va aux toilettes à une allure normale. Ou alors vous avez le Mud Guy, donc qui s'est tapé le Mud Day, dont l'allure est plutôt précipitée. On sait de combien de gens il s'agit qui ont chopé les... entre plusieurs dizaines et plusieurs centaines. Le problème, c'est qu'on ne peut pas être sûr que tous les symptômes... Voilà, exactement. Non, la préfecture travaille dessus, je vous promets. Dizaines. Alors, sous la colère des participants, les organisateurs ont d'ailleurs décidé de mener leur propre enquête afin de déterminer quelle était l'origine de ces maux d'estomac. Alors, s'agit-il d'une intoxication involontaire de boue? Des tests bactériologiques sont en cours. Ils sont menés par la préfecture, en tout cas. Donc voilà, la boue serait à remettre en cause. C'est en tout cas un sérieux revers pour une tendance en pleine expansion partout dans le monde. Exactement, c'était une vraie tendance. Le concept, c'était, j'espère que ça l'est encore, le concept vient du Royaume-Uni. Ça a été créé en 1987. Il a pris son envol aux États-Unis seulement il y a quelques années, en 2010. Et puis, il est revenu récemment frapper l'Europe de plein fouet. Rien qu'en France, cette année, plus de 100 épreuves ont été programmées. Là, vous voyez, ça s'appelle le Spartan Race. Ça s'est passé en Hongrie l'année dernière. Vous avez aussi le Toss Mudder, Commando Race, Somat, Frappadingue. Voilà, tout ça, de quoi vous faire. Mais c'est pas que de la boue, tout le temps de la boue. Voilà, non, c'est une grosse partie dans la boue, mais l'idée, c'est d'un parcours aventurier, des courses qui se démultiplient. Alors, vous vous sentez incapable de faire ça, Barbara? Mais totalement incapable. Alors, on a vu plutôt le Mud Day qui a été réalisé par l'organisation elle-même. Je vous propose une vidéo qui a été filmée, donc au plus près des candidats. Je suis sûre que vous aussi, vous vous reconnaîtrez plus facilement. Regardez. The bass and the tweeters make the speakers go to war. The mighty trumpet brings the freaks out to the floor. The bass and the tweeters make the speakers go to war. The mighty trumpet brings the freaks out to the floor. Tell me where the freaks at. Ça, c'est beaucoup plus moi, en fait. C'est ça, le vrai Mud Day. C'est très laborieux. Voilà. En tout cas, difficile, sinon on y va, ce sera ça. Voilà. À la mode fille, on n'y arrive pas du tout. Exactement. Oh là là, mon Dieu. Merci beaucoup. On se tiendra la main. Voilà, on essaye de s'inscrire au prochain Mud Day. Allez, on se quitte pour un nouveau point complet sur l'actu juste après. Alors que se déroulait le week-end dernier la journée internationale pour les réfugiés, eh bien, nous partirons à la rencontre des demandeurs d'asile qui se massent dans le sud de Tel Aviv, un quartier réputé difficile où des associations tentent de sortir les enfants de leur quotidien en leur proposant un accès à la culture, un accès aux livres. Nous serons sur place juste après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Daniel Atlan. Sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous, bienvenue. Si vous nous rejoignez direction le Parlement israélien, avec cette réunion hier à la Knesset, des députés recevaient des organisations juives du monde entier et des ambassadeurs pour évoquer la montée de l'antisémitisme et de l'antisionisme dans de nombreux pays. Reportage sur place signé Julien Baloul. La salle de la commission parlementaire de l'intégration et de la diaspora est pleine à craquer. Et pour cause, des ambassadeurs, des consuls, mais également des représentants d'ONG et de communautés juives sont présents pour participer à un débat spécial sur l'antisémitisme et l'antisionisme dans le monde. Dès le début, le ton est donné.
Bien que cette commission traite en principe de deux problèmes différents, l'antisémitisme et la délégitimisation d'Israël, il est évident qu'il n'est pas nécessaire d'être un génie pour comprendre que les deux sont intimement liés. Mais un an après la tuerie du musée juif de Bruxelles et dans la foulée des attentats de Paris et ceux de Copenhague, les autorités israéliennes sont bien plus inquiètes par la violence des actes antisémites en Europe que par les mouvements de boycott. De manière diplomatique, le ministère des Affaires étrangères critique l'inefficacité, selon lui, des actions prises par les gouvernements occidentaux. Si la réponse est bonne, on peut voir comment la situation commence à décliner. Mais ce n'est pas le cas. Le cas est au contraire. On peut voir de plus en plus des attaques contre les Juifs en Europe. Pour moi, ce n'est pas acceptable. La France a été citée plusieurs fois au cours de débats, d'une part parce qu'il s'agit du pays le plus touché par les actes antisémites, 851 en 2014, mais également en raison de l'explosion du nombre de migrants français en Israël. Conséquence directe, les Français veulent se faire entendre auprès de la Knesset où un lobby dirigé par une députée du Likoud a été créé pour promouvoir leurs besoins d'intégration. J'ai vu l'antisémitisme qui se développe en France et je comprends les difficultés de ceux qui veulent immigrer en Israël. Environ 3000 familles françaises prévoient d'immigrer dans les prochains mois. J'espère vraiment que le ministère de l'Intégration et ses partenaires sauront être à l'écoute de leurs difficultés. Et face à la question de certains observateurs présents au débat qui se demandent pourquoi Israël doit se charger de la lutte contre l'antisémitisme dans le monde, le président de la commission parlementaire évoque le devoir moral des députés. Il est primordial que la Knesset connaisse la situation sur le terrain. Nous, députés israéliens, ne pouvons rester les bras croisés. L'État d'Israël est le foyer pour les Juifs du monde, mais l'État d'Israël doit aussi protéger chaque Juif où qu'il se trouve. Si au sein de la Knesset, on a conscience du problème de l'antisémitisme en Europe et dans le monde, les députés israéliens savent également qu'ils ne peuvent pas travailler seuls. C'est la raison pour laquelle ils avaient invité plusieurs ambassadeurs à participer à cette commission parlementaire. Aujourd'hui, la question que tout le monde se pose, notamment au sein du ministère des Affaires étrangères israélien, est de savoir comment les appels et les vœux émis lors de cette conférence peuvent se transformer en de réelles actions dans les rues en Europe. Voilà, il est l'heure de jeter un coup d'œil au grand titre à la une de la presse du Moyen-Orient ce matin. Maurice, on démarre par le dossier du nucléaire iranien. Nous sommes à une semaine exactement de la date butoir des négociations. Et oui, on jette un coup d'œil sur Fars News, l'agence officielle iranienne. Khamenei juge inacceptable un moratoire de 10 ans sur le programme nucléaire iranien. Les USA, dit-il, tentent de nous mettre à genoux alors que nous sommes pour un accord juste, équitable et honorable. C'est une déclaration du guide suprême iranien reprise par Fars News. Et puis dans Iran Daily, la motion du Parlement iranien sur le nucléaire est inconstitutionnelle. C'est le porte-parole du gouvernement iranien qui l'a déclaré. Ce projet de loi avait été adopté la semaine dernière et visait à préserver les acquis du nucléaire iranien et surtout à interdire les contrôles sur les sites sensibles. La défense et la sécurité nationale ne relèvent pas du Parlement, dit le porte-parole iranien, mais du Haut Conseil de sécurité nationale, présidé justement par le président iranien, l'ayatollah Khamenei. Voilà, et puis la flottille qui s'apprête à rejoindre les côtes de Gaza fait également la une ce matin. Exactement, de la une du site Al Arabi. En tout cas, l'ex-président tunisien Moussouf Marzouki est arrivé à Athènes, le premier président élu après la révolution tunisienne, a l'intention de prendre part à la flottille pour Gaza. Et puis un député arabe israélien et de nombreux responsables européens seront du voyage, précise Al Arabi. Et puis dans Israël Hayom, on fixe l'objectif. Les autorités israéliennes ont un objectif immédiat, bloquer la flottille pour Gaza. Les affaires étrangères sont intervenues auprès des pays dont les ressortissants participent à la flottille pour les prévenir des dangers et des conséquences possibles. Israël a déjà fait savoir que la flottille va s'approcher d'une zone dangereuse et que de toute façon, elle sera stoppée. Et on finit par le rapport de l'ONU sur le dernier conflit à Gaza, 2 jours après la publication du rapport. Oui, Barbara, après la publication du rapport des Nations Unies sur le conflit à Gaza, un député du Parlement israélien demande qu'Israël soit poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. L'agence de presse palestinienne Man News, qui
qui donne l'information, précise que le député est palestinien, mais ne révèle pas son identité. Et puis on trouve dans Haaretz un article sur les États-Unis et ce rapport, les États-Unis examinent le rapport de l'ONU sur la guerre à Gaza, mais la porte-parole du département d'État a précisé que les États-Unis étaient catégoriquement opposés à tout examen du rapport par le Conseil de sécurité. De son côté, le gouvernement israélien est en contact avec de nombreux pays européens, croit savoir Haaretz, pour empêcher l'adoption du rapport le 29 juin prochain par le Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Merci Maurice. Et ce week-end se déroulait la journée internationale pour les réfugiés. Elsa Mimoun, vous êtes partie à la rencontre des demandeurs d'asile qui se massent dans le sud de Tel Aviv, un quartier pauvre qui ne dispose d'aucun centre communautaire, excepté cette librairie à ciel ouvert. On regarde le reportage que vous signez et on en parle juste après. Un samedi après-midi à Tel Aviv, alors que la plupart des enfants passent la journée en famille, ceux des quartiers pauvres situés dans les faubourgs sud de la ville se livrent à une toute autre activité. Mon nom est Daphna, je suis la directrice du jardin librairie du parc Levinsky qui se concentre sur les problèmes d'éducation et de culture avec la population qui vit ici, à Neve Sha'anan, juifs et étrangers. Nous levons des fonds car nous n'avons aucun soutien de la part du gouvernement. Cette organisation a été établie en 2008 par un groupe d'artistes qui croyaient que chaque personne qui vit dans ce quartier méritait d'avoir des bouquins dans leur langue maternelle. Ce centre aéré gratuit propose plus de 3000 livres dans toutes les langues pour qui veut s'instruire, mais aussi des cours d'hébreu, d'anglais, des activités de couture, de dessin ou encore du sport. Des cours dont peuvent désormais bénéficier les adultes, aussi bien que les jeunes, majoritairement enfants de réfugiés d'Érythrée et du Soudan. Une association qui répond à un réel besoin. Ce quartier n'a aucun autre centre culturel pour adultes ou pour enfants. Ils n'ont pas de programme proposé pour après l'école et la municipalité n'en a pas mis à disposition. Tout cela a donc entraîné la création de cette bibliothèque. Cela a démarré comme une librairie, mais maintenant c'est un grand centre communautaire qui travaille sur différents problèmes qui impliquent l'éducation, l'art et la culture. La communauté étrangère souffre de beaucoup de problèmes et on leur donne l'opportunité d'apprendre quelque chose. Les gens viennent passer leur temps ici. La librairie offre une alternative formidable pour la communauté étrangère et les demandeurs d'asile en général en Israël. Un refuge à ciel ouvert, mais qui peut parfois montrer des côtés hostiles malgré la présence de la police juste à côté. C'est très dur de travailler ici. Ce n'est pas un endroit pour les enfants, mais c'est le seul jardin. Il y a beaucoup de drogue et de criminalité, de violence. Les enfants le voient et sont exposés à tout cela. Même si la municipalité tente d'améliorer tant bien que mal la situation, le problème va bien au-delà. Accueillis en Israël, les réfugiés ne bénéficient d'aucun statut et la plupart n'ont pas pu obtenir de visa de travail. Logeant très régulièrement dans des conditions rudimentaires, des dizaines de milliers d'entre eux vivent sans encadrement ni soins. Je pense que nous avons une nouvelle génération d'enfants de demandeurs d'asile. Ils sont là, peu importe la finalité. Pendant ce temps, on a besoin de prendre en charge leur éducation. Nous essayons de leur donner un endroit où ils peuvent se rencontrer et leur faire faire des choses normales, comme tous les autres petits Israéliens. Face à cette situation, les autorités israéliennes évoquent des raisons sécuritaires et craignent également que l'octroi d'un statut quelconque ne crée un précédent pour les réfugiés palestiniens. En attendant, de très nombreux volontaires comme ceux-là s'activent et se dévouent pour pallier cette impasse et pourvoir à leurs besoins, avec comme leitmotiv la conviction que la culture et l'éducation restent des droits fondamentaux. Elsa, en termes de chiffres, on parle de combien de réfugiés en Israël? Alors les chiffres varient entre 45 et 60 000, ce qui est une fourchette assez large, mais on a choisi de retenir les données de l'ONU. Selon l'organisation, il serait au nombre de 53 000, 36 000 Érythréens, 14 000 Soudanais, principalement arrivés par le Sinaï égyptien. Parmi ces 53 000, 2 000 sont actuellement au centre de Holon, dans le sud du pays. Quelles sont les réponses apportées par le gouvernement israélien? Alors le gouvernement en fait tolère la présence de ces
ces réfugiés sur son territoire, mais peine à gérer la situation des demandeurs d'asile puisqu'il n'accorde de statut de réfugié qu'au compte-gouttes, laissant l'immense majorité en marge de la société. Il y a eu quelques propositions de retour dans un pays tiers comme au Rwanda ou en Ouganda, mais vous l'imaginez, très peu de candidats au départ, car une fois sur place, ils ne sont pas sûrs de pouvoir rester et peuvent même être expulsés vers leur pays d'origine qu'ils ont eu tant de mal à fuir. Voilà, quitter. Alors, les réfugiés, ces migrants en Israël, sont revenus à la une de l'actualité à cause d'un drame terrible. Plusieurs, même depuis le début de l'année 2015, 5 bébés d'à peine quelques mois sont décédés dans ce qu'on appelle des crèches clandestines où les réfugiés mettent leurs enfants pour aller travailler comme tout le monde. Alors est-ce par négligence, manque de soins ou d'encadrement, en tout cas, ces crèches sont surpeuplées. On parle de 30 à 50 enfants pour seulement 2 nourrices et se trouvent très souvent dans des locaux insalubres. Une véritable société parallèle s'est mise en place du côté de ces réfugiés qui effectuent des travaux sous-payés et sans protection juridique. Mais notez que le gouvernement a décidé de réagir en finançant de nouvelles structures destinées à ces communautés à la hauteur de 12 millions d'euros, soit 56 millions de shekels, soit 12 millions d'euros. Voilà, et notamment de nouvelles crèches pour ces enfants. Voilà. Merci Elsa. Après l'Inde, il y a quelques jours, c'est au tour du Pakistan, cette fois, d'être touché par une terrible vague de chaleur caniculaire et les victimes se comptent déjà par centaines, 700 selon un dernier bilan. Myriam Aman. 45 degrés, un soleil de plomb. La canicule s'est abattue sur le Pakistan en pleine période du jeûne du Ramadan. Une chaleur insoutenable qui a déjà tué des centaines de personnes. Nous avons reçu plus de 300 corps. Jusqu'à présent, les proches de 250 personnes décédées sont venus récupérer les dépouilles. Nous les encourageons à enterrer les cadavres dès que possible, car il y a un danger de décomposition. Il y a également un risque de propagation de maladies. La plupart de ces décès ont été enregistrés à Karachi, la plus grande ville du pays. En 3 jours de canicule, l'hôpital Jinnah a reçu plus de 3000 personnes, victimes de malaise dû à la chaleur. Elle était bien et faisait le ménage à la maison. Il n'y avait pas de courant à la maison et tout d'un coup, elle s'est effondrée. On l'a amenée à l'hôpital, mais les médecins nous ont dit qu'il n'y avait pas de lit disponible et je suis obligé de l'amener ailleurs. Les coupures de courant se multiplient, freinant l'adduction d'eau. Il n'y a ni courant, ni gaz, ni eau. Quand il y a du courant, on peut avoir de l'eau. Avec le gaz, on peut cuisiner. Les femmes et les enfants souffrent. Il n'y a pas de solution. Le gouvernement pakistanais a fait appel à l'armée et à la force paramilitaire des Rangers afin d'aider à soigner les victimes. L'état d'urgence a été décrété dans tous les hôpitaux. Les médecins en vacances ont été réquisitionnés et le stock de médicaments augmenté. Ce pic de mortalité dû à la chaleur intervient 1 mois après celui qui a fait près de 2000 morts dans l'Inde voisine. Une canicule qui intervient en plein mois du Ramadan, au cours duquel les musulmans pratiquants s'abstiennent de manger et boire entre le lever et le coucher du soleil. En France, la justice a tranché. L'État n'est pas responsable du départ en Syrie d'un jeune mineur parti pour le djihad. Sa mère souhaitait faire condamner l'État. Les explications de Julia Galantia. L'État n'est pas responsable selon la justice. Le tribunal administratif de Paris rejette la requête d'une mère qui lui demandait de condamner l'État pour ne pas avoir empêché son fils de partir combattre en Syrie alors qu'il était mineur. Récemment converti à l'islam, le jeune homme ne montrait aucun signe de radicalisation selon sa mère. Il aurait embarqué le 27 décembre 2013 à bord d'un avion en direction d'Istanbul pour rejoindre la Syrie où il se trouverait toujours. Elle reproche d'avoir laissé Brian partir au mépris de l'obligation de discernement, de vigilance, d'appréciation au cas par cas, sachant que ce jeune partait, ce jeune mineur non accompagné, sans bagage, avec un billet aller simple pour la Turquie, porte de la Syrie où actuellement se déroule, et depuis 2011 d'ailleurs, un conflit armé. Mais dans son jugement, le tribunal estime que les services de police qui avaient contrôlé le jeune homme à l'aéroport de Nice avant qu'il n'embarque pour la Turquie n'ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'État. Le jeune homme remplissait les conditions légales de sortie de territoire à destination de la Turquie. Il ne faisait pas l'objet d'une interdiction de sortie de territoire et ne figurait pas sur le fichier des personnes recherchées.
Le 18 juin dernier, les députés Éric Ciotti et Patrick Mennucci avaient remis leur rapport sur les filières djihadistes au président de la République. Ils préconisaient de renforcer les services antiterroristes, lutter contre la radicalisation en prison, mais aussi de rétablir l'autorisation de sortie du territoire pour les mineurs. Nous avons particulièrement exprimé au président de la République notre désir de voir rétablir l'autorisation parentale de sortie du territoire pour les mineurs, puisqu'il y a 80 mineurs aujourd'hui qui sont dans la zone du Cham irako-syrienne, et on aurait peut-être pour certains d'entre eux pu éviter ces départs. Un quart des 1864 personnes signalées pour s'être radicalisées concernent des mineurs. On estime à quelques 500 le nombre de Français ou résidents en France combattant actuellement en Syrie. À suivre après un nouveau journal, les épreuves du bac se sont clôturées hier et on s'arrête ce matin sur une tendance. Les profs épinglent les plus grandes inepties de leurs élèves sur Twitter. Pas très éducatif, pas très exemplaire. Décryptage après un nouveau journal. Sur le plateau d'e-Morning, merci d'être avec nous. Allez, on parle cinéma à présent avec vous, Laetitia. On est mercredi, c'est les sorties de la semaine. Vous nous avez sélectionné 3 films. Tout à fait, on va commencer par ce film brésilien d'Anna Muylaert. C'est l'histoire, en fait, c'est le quotidien tranquille et rythmé par les fêtes mondaines qui est donné par une mère experte en style et par les câlins tendres entre 2 personnages. Je vous en dis pas plus, on va regarder ça en images. E minha mãe? Cadê? Sua mãe tá trabalhando, amor. Ele é muito bonitinho. Já sou moço grande, para, Val. Val? Sim. Pode tirar, por favor. Jéssica tá querendo vir pra São Paulo pra ficar comigo. Mentira! Tem quanto tempo que vocês não se veem? Há mais de 10 anos. Val? Sua mãe disse que você veio fazer vestibular, é isso? É. Tá vendo? O país tá mudando mesmo, né? E aquela porta ali? Ali é o quarto de hóspede. Ah, é onde eu vou ficar, então. Você tá doido, perdeu o juízo? Você quer ficar aqui? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Larga essa vassoura e vem. Não vai olhando pra essa piscina, não, Jéssica. Jéssica! Por isso que os sorvetes do Fabinho acabam. Quando eles oferecem alguma coisa que é deles, é por educação. Parece que não tem noção de nada, sabe? Faça que está podando, que eu faço que estou aguando. Olha o mundo inteiro. E vai espiando. Filha de empregada, sentar na mesa dos patrões. Eles não são meus patrões, não, Val. Vem cá, Val, tu não vai me chamar de mãe, não? Sinceramente, Val, não sei como é que tu aguenta, viu? Como é que eu aguento o quê? Ser tratada desse jeito, que nem uma cidadã de segunda classe. Ah, não, minha mãe não é nada. Sandra que me criou. Sandra ficou com a parte boa. Sandra ficou de Ju de tu. E eu aqui, ó, só trabalhando, ralando. Tá me ouvindo? 10 anos, pelo amor de Deus. Não voltasse por quê? Allez, voilà pour le film brésilien. Le gros carton français attendu cette semaine s'appelle Un moment d'égarement, Cassel-Cluzet. Hein. Tout à fait, c'est un remake du film de 1977 qui avait été réalisé par Claude Berry. Et là, c'est son fils, Thomas Langman, qui produit donc ce remake, qui est donc, c'est Jean-François Richer qui réalise. Et c'est donc l'histoire de ces 2 pères divorcés qui vont partir en vacances avec leurs filles respectives. Seulement, voilà, l'une des filles de l'un va tomber amoureuse de l'ami de l'autre. Voilà. On regarde en image. Quand je vois ça, je me dis que nous, à Paris, on vit vraiment comme des cons. T'as raison. En plus, il n'y a pas de réseau, c'est génial. Vous allez arrêter d'être des putains de stéréotypes de votre génération. Papa, est-ce qu'on peut sortir ce soir? 1h30 max. Qu'est-ce qu'on dit? Assume mon papounet. Non, arrête tes conneries, moi c'est pas papounet. Non, lui c'est papy. Tu parles de sexualité avec ta fille, toi? Ouais. Là, c'est un bébé. C'est un bébé. Tu vas pas sortir avec qui? C'est un gamin. Il y a mieux comme mec. Mais vas-y, genre qui? Mais genre, je sais pas, moi je veux un mec avec qui tu peux parler, je peux t'apprendre des trucs, et puis sexy, sympa, intelligent. Qu'est-ce que tu fais, ça va pas ou quoi? On n'est pas bien là? En famille? Ouais.
Qu'est-ce que tu fous avec le caleçon de mon père? Tu mets de la crème? C'est à moi? Bah, tu demandes à ton père, ça va. Je suis en train de lire. Bon, ok. Tu crois que je vais te laisser sortir tous les soirs? Toi, t'as pas besoin? T'as toi à domicile. Hier soir, c'était n'importe quoi, il ne s'est rien passé. Oh putain! Je suis malheureuse, papa. Tu peux tout me dire. Ton père s'est mis dans la tête de tuer le mec qui t'avait touché. Mais quoi? On avait dit que tu ne ferais pas ça sans m'en parler. Mais papa, mais tu voulais quoi? Je t'envoie un texto? Pardon? Mais c'est qui cet enculé? Antoine, faut que je te parle. Mais ça va pas, comme ça sur ton Facebook, tu es complètement folle. Qu'est-ce que tu fais? Je vais le baiser, cet enculé. Arrête. Oh merde, il y a un code. Oui, bien sûr qu'il y a un code. En fait, t'as peur de papa? Moi, j'ai peur de ton père, moi. Ah, fais-moi le maillot alors. Je vais le défoncer, ce con. Elle t'a dit qui c'était? Je vais le trouver, bah, t'inquiète pas. Luna, mon bébé, avec un vieux con de 45 ans. Non mais imagine 2 secondes. Bon, les critiques sont pas terribles, mais sont pas succès terribles, commercial c'est un duo, attendu. Voilà, un duo qu'il faut aller voir au cinéma quand même, Cluzet et Vincent Cassel. Je dois dire que si mon père partait en vacances avec Vincent Cassel, peut-être que je me retrouverais aussi dans une situation tangente. Voilà. On finit par le carton américain. Voilà, le carton commercial américain, c'est Entourage, le film, donc l'adaptation cinématographique de la série télévisée du même nom. On est 6 mois après la fin de la dernière saison diffusée à la télé sur HBO. On regarde en images les aventures de Vince et ses copains. Sadly, all good parties must come to an end. Lloyd! You're upset. Upset? I gave you $100 million. You're 15 million over. You agreed to not go over. Because you said I couldn't direct unless we agreed. It's like when a girl asks if you want to bang her hot sister. Of course you say no. Neither of you really believes you mean it, though. What is he doing here? Someone sound the alarm. I'm ready for trouble. These girls out here are crazy. Oh, no! We know each other. Do you remember me? Didn't you used to be really fat? This movie's enormous. If it fails, you go down in flames quicker than Hindenburg. Why did you stop taking the anger meds? I didn't think they were working. I'm okay to continue. If it doesn't work out, we can always move back to Queens. I don't want to go back to Queens, bro. I like the weather out here too much. Take me for a round. I last 30 seconds, you let me take you out on a date. Last 60 seconds, I'll let you. Time! How much time? 3 seconds. What's up, Ari? What kind of studio are you running around here? He doesn't like drama. Wants to cut him out. They try to cut out my brother. I'd kill somebody, even if you sucked as bad as drama probably sucks. Bon, il est déjà sorti ici, pour ceux qui l'ont vu, mais on dit que c'est comme un super épisode. Voilà, pour ceux qui aiment la série, ça va leur plaire. C'est un épisode extra large. Voilà, un épisode extra large. Merci beaucoup, Laetitia. On a fini? On l'a fini. Allez, on continue avec du cinéma. Yigal Amir, l'homme qui a assassiné le Premier ministre israélien Rabin, fait l'objet d'un portrait intimiste qui humanise presque. Et ça, une grande partie des Israéliens ne l'acceptent pas. Alors la ministre de la Culture a décidé de retirer ce documentaire du Festival de Jérusalem, financé par le gouvernement et la mairie. Récit de cette polémique avec David Gomba. Bien malgré lui, l'homme le plus détesté d'Israël refait les gros titres. Dans un contexte politico-culturel chargé, Beyond the Fear, le documentaire qui narre le destin du meurtrier d'Yitzhak Rabin, n'en finit plus de faire couler de l'encre. Programmé au Festival du film de Jérusalem, qui doit ouvrir ses portes le 9 juillet prochain, ce docu n'est pas du tout du goût de la nouvelle ministre israélienne de la Culture et des Sports, Miri Regev. Madame le ministre, ancien censeur en chef de l'armée, a même menacé de couper les vivres du festival dirigé par une autre Regev, Noah cette fois-ci. Un festival qui existe en partie grâce aux subventions du ministère de la Culture. Beyond the Fear, réalisé par le documentariste israélo-letton Herz Frank et terminé après son décès par sa femme, Maria Kravchenko, revient sur la vie en détention de l'homme le plus surveillé du pays, Yigal Amir. Le meurtrier du Premier ministre Yitzhak Rabin s'est marié en prison avec Larissa Trimblobler, une immigrante russe divorcée et mère de 4 enfants.
Au terme d'une longue lutte, ils parviennent à concevoir in vitro et Larissa donne naissance à un enfant. Au centre de la polémique, ce salaud national, assassin du Premier ministre et de la paix. Aux yeux de nombre d'Israéliens, il y est non seulement légitimé, mais aussi érigé au rang de héros. La principale narratrice, sa femme Larissa, y glorifie les actes de son mari, ce qui rend le film intolérable pour la majorité des Israéliens. Du camp sioniste au Likoud, c'est la quasi-majorité du paysage politique israélien qui s'est érigé contre la projection de ce film grâce au fonds public. Finalement, le clash des Regev, comme il a été surnommé par la presse locale, a été évité et une solution trouvée. Le film sera projeté hors festival dans une salle obscure de la capitale pour ne pas attiser les tensions, mais il reste en compétition dans la catégorie documentaire et le jury aura droit à une projection privée. Mais la large polémique suscitée lui permettra-t-il de rester totalement objectif dans sa décision finale? La réponse à Jérusalem, le 19 juillet. Les épreuves du bac se clôturent aujourd'hui. On s'arrête ce matin sur une tendance. Les profs épinglent les plus grandes inepties de leurs élèves sur Twitter. C'est pas très éducatif, c'est pas très exemplaire, Rudy, et ça pose la question de l'image du prof aussi. Oui, on est à la fin d'une semaine d'examen et donc traditionnellement, c'est la période pour s'amuser avec les traditionnelles perles du bac, c'est-à-dire les pires choses qu'ont pu produire les élèves sur leur copie. Alors évidemment, je ne vais pas le faire, à moins que vous ayez vraiment envie de piocher dans cette petite tasse i24 News où il y a quelques perles du bac. Allez-y au hasard. Allez. Moi je peux en prendre une. Mais allez-y. Allez-y. Je peux passer. Alors. Lisez. Alors. Ça, c'est le bac ES, économie sociale. Durant la réforme des retraites, les syndicats ont compté 200 000 manifestants et la police 50 000. Au total, il y avait donc 250 000 manifestants. Voilà, c'est du vrai de vrai. Laetitia? Ça, c'est tellement moi. Autofinancement, c'est quand la banque veut bien donner un crédit pour acheter une voiture flambant neuve. Effectivement, c'était votre bac. Je l'ai retrouvé en 2001. Voilà, donc bon, ce sont donc les perles du bac. C'est vraiment effectivement drôle. Effectivement, il n'y a pas que des lumières dans les élèves, sauf que le constat et les moqueries qui s'en suivent par les profs habituellement restaient dans le coin fermé et dans les murs de la salle des profs. Mais Slate nous parle de ces comptes sur Twitter, des comptes de professeurs qui racontent à leur façon leur vie de prof, des rapports avec les élèves, les petites brèves de classe ou encore les relations avec les collègues. Alors c'est parfois tendre, mais c'est aussi et surtout souvent très acide, voire trop acide. Et c'est ce que dit l'auteur de l'article, qui est prof lui-même. Alors je vous en ai sélectionné 3 pour vous donner une idée un peu de ce qui se lit sur Internet. Par exemple, Roosevelt, qui est prof d'anglais, nous dit par exemple si on ne laisse pas les élèves tricher, comment voulez-vous qu'ils aient leur bac? Maître E lui raconte un échange lors d'un voyage scolaire en Corrèze à la question les enfants, quelqu'un connu vient d'ici? Ils répondent Michael Jackson ou encore Léo Messi. Alors plus acide pour finir, voire carrément méchant, Tyran dit que Kimberley, qui n'a pas réussi son test de fin d'année de 3e, contrairement à son test de grossesse. Donc vous voyez un peu le ton. Voilà. Le fait de faire de l'humour comme ça cynique sur le dos des élèves, ça écorne évidemment l'image du professeur. Oui, c'est effectivement le deuxième effet, c'est cynique, c'est humiliant, mais même si les élèves ne sont jamais vraiment cités, le souci d'afficher publiquement ces choses sur Twitter, c'est que Twitter, on le sait, est devenu un vrai espace public et cela nuit à la crédibilité du prof et du corps enseignant tout entier. Le professeur, à la base, se doit de représenter l'impartialité, la sagesse, et donc si un élève voit un peu trop l'humain qui s'énerve derrière le prof, eh bien c'est sa stature et la stature du corps enseignant tout entière qui est en jeu. Ce qui est paradoxal, c'est que de nombreux profs actuellement se plaignent du manque de respect qu'ont les élèves à leur égard, et en se défoulant sur Twitter, ils se montrent aussi très perfectibles. Pas améliorer les relations. Absolument. Et puis l'article évoque aussi le fait que l'enfant a besoin de se sentir soutenu et non pas méprisé. Il révèle aussi le sadisme de certains profs qu'on voit dans certains conseils de classe ou dans certains bulletins de fin de trimestre, ce plaisir à mépriser les élèves, et il leur rappelle finalement que personne ne les a obligés à embrasser ce qui est encore le plus beau métier du monde. C'est vrai, merci beaucoup Rudy, et bravo à tous les bacheliers. Pour finir, on n'a pas le temps. On le fera après, on n'a pas le temps. Allez, pour finir, on s'intéresse justement à un objet du quotidien qui continue de fasciner, objet de torture pour certaines, arme de séduction absolue pour d'autres. Sandy Fortis a tenté de percer le mystère des chaussures.
Escarpins, mocassins, sandales à talons ou ballerines, ce n'est pas un secret, les chaussures font rêver les femmes. Mais elles les font aussi souffrir. Avec Shoes, Pleasure and Pain, le Victoria and Albert Museum explore le monde de la chaussure depuis la sandale d'Égypte ancienne aux plateformes futuristes imprimées en 3D. On pourrait croire qu'on est devenu plus obsédé par les chaussures récemment, mais en organisant cette exposition, je me suis rendu compte que nous l'avons toujours été. Les chaussures ont eu une importance culturelle tout au long de l'histoire et dans presque toutes les cultures. Elles définissent le statut social de celles qui les portent. Plus les chaussures sont hautes et inconfortables, plus la femme est riche et importante. Les talons hauts, le cauchemar de plus d'un mannequin, elles font des ravages sur les podiums, comme ces chaussures de Vivienne Westwood, qui ont eu raison de Naomi Campbell lors du défilé de 1993. Elles ne sont pas seulement emblématiques, mais ce sont les premières à avoir fait chuter un top modèle. Ça s'est produit plusieurs fois depuis, mais Naomi était la première victime. Versace, Manolo Blahnik, Christian Louboutin, plus de 250 paires de chaussures sont à admirer à Londres. Certaines ont été chaussées par Marilyn Monroe, Lady Gaga ou la reine Victoria, ou ont été portées sur petit ou grand écran comme les chaussures rouges de Moira Shearer ou les Jimmy Choo de Carrie Bradshaw dans Sex and the City. Symbole du glamour et de la séduction par excellence, les chaussures ont récemment été associées à du sexisme lors du Festival de Cannes, où une invitée a été recalée du tapis rouge pour chaussures trop plates. Immédiatement, ma réaction a été « Oh, ce doit forcément être l'œuvre d'un groupe de vieux hommes sexistes ». Dans notre exposition, il y a de magnifiques modèles plats, très stylés et glamour. Le diktat de la mode a pourtant fait son effet sur les mentalités et ce n'est pas Cendrillon qui vous dira le contraire. Shoes, Pleasure and Pain, une exposition qui laissera ses traces au Victoria and Albert Museum, du moins jusqu'en janvier prochain. Voilà, un sujet du Culture Mag. Oui, rappelons qu'une autre expo va avoir lieu à Tel Aviv avec 5000 paires de chaussures, celle de notre rédactrice en chef. Voilà pour Myriam. Merci les amis, merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Tout de suite un point complet sur l'actu. On se retrouve dès demain. Portez-vous bien.